Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le samedi 25 mai, ravis de vous retrouver pour ce nouveau JT de la rédaction. Au terme d'une magnifique séance de qualification, Charles Leclerc a été le plus rapide devant son public, la 24e pole position de sa carrière sur ces terres, talonné par Oscar Piastri en McLaren et son coéquipier Carlos Sainz. Max Verstappen en Red Bull est quant à lui en 6e position, mais à quoi doit-on s'attendre demain? Les qualifications sont-elles des indications fiables pour pressentir le podium? On en parle avec Frédéric Elion. Et puis on prendra la direction de la fan zone située marché de la Condamine qui a vibré avec la visite des pilotes Verstappen, Hamilton ou encore Leclerc, une ambiance survoltée à laquelle s'est joint notre reporter. Le journaliste sportif, ancien basketteur et fan de F1, Rémi Reverchon, sera en duplex avec nous. On évoquera bien évidemment le Grand Prix de Monaco, la saison de la Roca Team et les playoffs en NBA outre-Atlantique. Parmi les grands événements qui font vibrer la principauté durant ce Grand Prix, il y a la plage du Méridien qui accueille le Sunset, une beach party spéciale Grand Prix, un événement devenu une marque Made in Monaco qui s'exporte désormais jusqu'à Miami. On en parle dans ce JT. Enfin, l'humoriste Pablo Mira est de retour avec un nouveau seul en scène intitulé Passé simple. Dans ce one-man show, le chroniqueur et humoriste se paye les années 90 et croque avec un sarcasme teinté de nostalgie les travers de nos époques. Il sera mon invité. C'est officiel, Charles Leclerc prendra le départ du Grand Prix de Monaco depuis la pole position et fera tout demain pour s'imposer pour la première fois de sa carrière à domicile, talonné par la McLaren d'Oscar Piastri et l'autre Ferrari de Carlos Sainz. Écoutez les réactions des pilotes au micro de Patricia Navarro. Il faut rester les pieds sur terre, on n'est que samedi et c'est le dimanche que les courses se gagnent. Et jusqu'à maintenant, on a eu des très bons samedis ici à Monaco, mais le dimanche malheureusement nous a pas souvent souri. Donc il faut qu'on reste concentré, il faut surtout qu'on se concentre sur tout le process qu'il y a pour se préparer et pour être dans les meilleures conditions possibles pour la course demain. Et ensuite j'espère qu'on ira décrocher cette victoire finalement. I mean, track position of course is key, but you know the tyres weren't that straightforward in practice. Quite a lot of graining for everybody, so we'll see. There will be opportunities, and the strategy is not, you know, clear cut. Let's say you can still make a difference with it. So we'll try our best with that and see where we end up, I think. C'est donc Charles Leclerc qui s'élancera en pole position demain au volant de sa Ferrari, devant la McLaren d'Oscar Piastri et l'autre Ferrari de Carlos Sainz. Max Verstappen, quant à lui, au volant de sa Red Bull, n'a réalisé que le 6e temps. À quoi doit-on s'attendre demain? On fait un point tout de suite avec notre expert Frédéric Elion. Eh bien, disons, McLaur, qu'avec cette 24e pole en carrière pour Charles Leclerc, la 3e ici lors des 4 dernières années pour le pilote monégasque en principauté, eh bien, Charles a mis toutes les chances de son côté et est en position idéale pour l'emporter demain sur le tracé monégasque. On le sait, en plus, c'est très compliqué de doubler ici en principauté. On l'a vu lors de la sprint race cet après-midi en Formule 2 où Tyler Barnard s'est imposé alors qu'il s'était élancé justement de la première position sur la grille. La stratégie d'équipe, elle sera simple demain du côté de la Scuderia Ferrari. Leclerc s'élance en première position, Carlos Sainz est 2e et 3e derrière sur la 2e ligne. L'objectif, il est donc simple, que les deux pilotes passent scindés des votes en étant en première et en 2e position pour ensuite que Carlos Sainz permette à Leclerc de s'envoler et de remporter cette course. En parallèle des courses, de nombreuses animations et activités sont prévues en fan zone sur la place d'Armes, avec comme point d'orgue le passage des pilotes. On pouvait y apercevoir Max Verstappen, Lewis Hamilton ou encore Charles Leclerc, chacune de leurs apparitions suscitant l'hystérie, une excitation palpable qu'a pu constater Yannick de Bever. Eh oui, j'ai réussi à me frayer une place ici dans cette fan zone où les fans accourent depuis ce matin très tôt. On leur a posé quelques questions, ils vont rencontrer leurs idoles, les pilotes ici, Max Verstappen, Lewis Hamilton ou encore Charles Leclerc. C'est une très très belle ambiance ici. Je suis venu le premier, ouais. Genre j'étais là vers 20 ou 25, mais 4h25. 4h20, ouais. Ah ouais, je suis un fou. Moi je suis arrivé plus tard, moi je suis arrivé vers 5h30. Ouais, j'ai gardé la place. Voilà. Avec des petits coups d'épaule, on peut s'incruster un peu. I'm from Brazil and we don't have that in the Grand Prix there. So it's really nice to see how it works and how like organized it is and to see the drivers from really close and we don't get that there, so it's really nice to be here. Ils ont écourté leur nuit et fait des milliers de kilomètres pour ce moment. Lewis Hamilton, superstar à Monaco, et le pilote anglais a parfaitement rendu toute l'affection envoyée par ses supporters.
Sur la scène de la fan zone se sont succédés Max Verstappen et Sergio Perez aux couleurs de Red Bull, puis les Britanniques Hamilton et Russell, mais aussi et surtout les pilotes Scuderia Ferrari Carlos Sainz et l'enfant du pays Charles Leclerc. Les rockstars sont restés 10 minutes sur la scène et ont pu notamment répondre à 2 questions posées par des élèves de la principauté de Monaco. Et avant de partir pour les essais libres, une séance de dédicace est improvisée. Des remerciements bienvenus pour des fans souvent très émus. Ouverte à tous, la fanzone bat son plein depuis jeudi grâce à une offre exceptionnelle pour tous les fans d'un sport élitiste et souvent difficilement abordable. C'est là la mission que s'est donnée l'Automobile Club de Monaco, créer du lien entre pilotes et supporters. C'est le côté vraiment social entre les pilotes et les fans, les rapprocher les uns des autres, leur permettre, comme vous avez vu ce matin, des enfants qui viennent poser des questions sur scène. C'est pour pouvoir garder cet aspect humain. C'est ce qu'on fait ici sur la fan zone. On garde l'aspect humain du sport. La communion entre pilotes et fans était palpable ce matin sur la place du marché. Un boost d'énergie pour les uns et des souvenirs indélébiles pour les autres. Notre invité est un journaliste sportif, ancien basketteur et passionné de sport automobile. Autant dire qu'il ne pouvait être qu'à Monaco ce week-end pour cette grand-messe de la F1. Bonsoir Rémi Réverchon. Bonsoir les amis, comment ça va? Ça va très très bien, on est heureux de vous accueillir. Je le disais, on est habitué à vous voir en tant que présentateur de NBA Extra sur beIN Sport, mais vous êtes également un féru de F1. D'ailleurs, vous avez fait une carrière de basketteur, mais plus jeune, vous vous destiniez au métier de pilote. Oui, ça a été mon rêve tout gamin, c'est vrai, comme je pense beaucoup de petits enfants. J'ai vite été confronté à un problème, c'est que je suis très grand, je fais 1m94 et dans un baquet de F1, ça passe pas très bien ça. Alors après une saison 2023 sans grande surprise survolée par Max Verstappen et Red Bull Racing, que pensez-vous de cette saison 2024 de F1 ? Qu'on est un petit peu dans un scénario similaire, c'est-à-dire que la domination écrasante de Verstappen tue un petit peu le suspense de la saison. Maintenant, il y a des enjeux à côté que j'aime bien suivre aussi. Moi, je suis un amoureux alors historiquement d'Ayrton Senna, c'est pour ça que ce Grand Prix en particulier qui lui rend hommage me touche, mais dans l'actualité, je suis team Lewis Hamilton, moi. Donc j'essaye de suivre un petit peu la fin de carrière de Lewis Hamilton, lui qui va basculer chez Ferrari l'an prochain, voir un petit peu ce que ça peut donner cette année. Et puis là, pour l'instant, il a fait un bon début de week-end à Monaco, ses FP1 et 2 étaient plutôt pas mal, donc on verra. Et puis la montée en puissance des jeunes, les Lando Norris, les mecs comme ça, Carlos Sainz, qui commencent petit à petit à se montrer. Moi, je trouve ça quand même intéressant. C'est quoi, selon vous, la valeur ajoutée du Grand Prix de Monaco face aux autres circuits internationaux de prestige ? L'histoire, la culture, le glamour, c'est le Grand Prix ultime que tout le monde rêve de faire. Je veux dire, moi qui viens du milieu NBA, je peux vous dire que les joueurs que j'ai la chance de côtoyer, mais les plus grands d'entre eux, les LeBron James et compagnie, quand vous leur parlez Formule 1, alors ok, ça peut les faire marrer maintenant d'aller voir celui de Miami ou celui de Vegas, mais le Grand Prix qu'ils ont tous envie de faire, c'est Monaco, parce qu'il y a du prestige à ce nom-là. Je veux dire, les luttes Prost, Senna sous la pluie à Monaco, c'était un régal. Il y a beaucoup trop d'histoires à raconter dans ce circuit-là. C'est vrai, hein. Et justement, quels sont vos pronostics pour cette 70e édition du Grand Prix de Monaco ? Je vous l'ai dit, moi je suis team Lewis Hamilton, donc ça me ferait plaisir qu'il monte sur le podium. Après, je dois reconnaître que comme j'ai la chance de vivre ce Grand Prix, j'aimerais bien vivre l'émotion de la première victoire de Charles Leclerc ici. Donc allez, je vais me mouiller, je vais dire qu'enfin ça va être l'année où Charles va remporter ce Grand Prix de Monaco. Impossible de vous avoir à notre micro sans parler un peu basket. La Roca Team s'est qualifiée pour les demi-finales des barrages de championnat de France il y a une semaine tout pile. Rassurant après son élimination en quart de finale de l'Euroleague. Un avis sur le travail de Sasa Obradovic ? Donc c'est une équipe que je suis beaucoup, évidemment, en amoureux de basket et de basket en général, c'est-à-dire pas que NBA, basket, moi je suis un amoureux de tous les baskets. Je suis le championnat de France de basket, je suis la Roca Team qui est une locomotive incroyable pour ce championnat. Maintenant oui, c'est une déception, cette élimination au match 5, terrible, c'est hyper cruel avant le Final Four d'Euroleague. Le but il est simple, de toute façon pour la Roca Team, c'est qu'il faut être champion de France maintenant. Un mot sur celui que vous appelez le Kylian Mbappé du basket et que vous avez d'ailleurs interviewé, la révélation Victor Wembanyama, joueur des Spurs de San Antonio, qui du haut de ses 20 ans et de ses 2,24 m domine le parquet. Que lui prédisez-vous pour les années à venir ?
Des grandes choses. Hein. Il est ce genre d'être humain dont le potentiel est sans limite et ils sont pas nombreux. Moi, je lui prédis un avenir brillant. Je pense qu'il va dominer la ligue, mais je suis pas le seul à le penser. Je pense sincèrement qu'il faut qu'on réalise qu'on a la chance d'avoir un joyau non américain, français en l'occurrence, qui, je pense sincèrement, va dominer la NBA pendant 10, 12, 15 ans. Victor Wembanyama que l'on retrouve en équipe de France de basket. Premier match disputé contre la Turquie le 3 juillet. Un mot sur l'effectif de l'équipe de France concocté par Vincent Collet. Alors ça c'est la curiosité du moment. Là, il y a une liste élargie à 19 noms, si je vous dis pas de bêtises, avant les JO. Faudra la réduire à 12, ouais c'est ça. Il y a des monégasques d'ailleurs là-dedans. Il y a Eli Okobo, il y a Mathieu Strazel qui sont dans les parages, qui ont une carte à jouer. A priori Eli plus que Mathieu. Il y a encore que sur le poste de meneur, je pense que Mathieu a peut-être une carte à jouer aussi. Moi j'ai envie de croire en cette équipe de France parce que je pense que Wemby va tout changer. On y croit également. Autre joueur français à briller en NBA que l'on retrouvera également en équipe de France, c'est Rudy Gobert qui s'est incliné avec les Wolves dans le match 2 face à Dallas hier. Que pensez-vous globalement des Français qui évoluent en NBA ? Dans le cas de Rudy, c'est fantastique ce qu'il fait. Il a été élu défenseur de l'année pour la 4e fois. C'est monumental, je sais pas si on se rend compte du truc. La défaite de cette nuit, elle me chafouine un peu parce que c'est leur 2e défaite d'affilée à domicile pour Minnesota. Et le pauvre Rudy, il y a cette image qui va tourner partout, c'est qu'il prend le shoot de la gagne de Luka Doncic sur la tête alors qu'il défend plutôt bien et que sincèrement n'importe qui d'autre l'aurait pris ce tir-là. De toute façon, on peut pas défendre mieux que ça. C'est juste Luka Doncic qui a un talent supérieur. Après, Rudy, c'est un porte-étendard fantastique. Wemby va tout casser, c'est évident. Il y a toujours Nicolas Batum dans les parages dont on se demande s'il va poursuivre sa carrière l'an prochain ou pas. Maintenant, le problème, c'est le reste. J'aimerais bien revoir Evan Fournier qui sort d'une saison compliquée. Il y a le jeune Bilal Coulibaly à Washington qui va être fantastique, mais il faut lui laisser un peu de temps. Il y a les gamins qui vont être draftés cette année, Alexandre Sarr, Zachary Rizaché, qui peuvent être numéro 1, numéro 2 de draft. Donc on va voir, mais j'aimerais bien, au-delà de Rudy, Wemby et Nico Batum, voir d'autres mecs se montrer. Merci Rémi Réverchon d'avoir répondu aux questions de Monaco Info et on ne manquera pas de dévorer le 2e tome de vos récits. Merci les amis, bonne journée. Comme chaque année depuis un peu plus de 10 ans, la plage du Méridien accueille le Sunset, une beach party spéciale Grand Prix avec une nouveauté cette année, un nouvel espace baptisé Casa Sunset et son restaurant festif aux saveurs sud-américaines qui vient compléter l'expérience à vivre face à la Méditerranée. Justin Hadel et Camille Caloni étaient présents lors de l'inauguration ce vendredi. C'est un incontournable lors du Grand Prix. Si les beach parties ont souvent la cote, elles l'ont encore plus durant cette période. Sunset Monaco est éphémère, 3 jours de fête, de midi à 3 h du matin, le tout en musique. On a une programmation musicale chaque journée qui est environ de 5 à 10 artistes par jour. Et la clientèle peut venir s'amuser, boire, célébrer, se restaurer sur Sunset Monaco et bien sûr aussi sur Casa Sunset. Casa Sunset, un nouvel établissement ouvert spécialement pour l'événement. L'ouverture d'un restaurant à thème pour 3 jours uniquement. Alors cette année, on a voulu rajouter certaines touches de magie à Sunset, notamment avec la petite plage qui est dans le prolongement de Sunset. Sunset aujourd'hui, par zone, on va parler de la main stage, on va parler de la petite plage et on va parler cette année aussi de Casa Sunset. Casa Sunset donc, qui prend position aussi pendant ces 3 jours, de midi jusqu'à 3 h du matin en service continu. On a voulu avoir quelque chose un peu de différent, répondre à une demande des clients qui souhaitaient aussi avoir un autre type de musique, un autre type d'ambiance, toujours avec les mêmes codes artistiques, du live music, du show, un DJ et aussi de l'art culinaire, puisqu'on a Chef Paola qui nous fait le grand honneur justement de nous préparer des bons petits plats. Et en termes de nourriture, autant vous dire que le dépaysement est poussé jusqu'au bout. Chef Segura, avec sa brigade, cherche la qualité dans des plats très spécifiques. On fait de la cuisine street food mexicaine avec une fusion des cuisines plus restaurant. On a mis des éléments de la mer, on a mis côté terre, on a mis les entrées un peu street food, on a mis des partages, on a mis beaucoup de sauces piquantes, fait maison et surtout pour faire découvrir la cuisine mexicaine. Et pour couronner le tout, Sunset Monaco comme Casa Sunset sont des espaces décorés par de nombreuses pièces d'art signées Richard Orlinski. Pour cet artiste français de renom venu sur place pour la première soirée, c'est une volonté de placer ses œuvres hors des salles d'exposition.
On veut surprendre, être disruptif et effectivement amener l'art gratuitement aux spectateurs. Donc le sortir des musées et d'avoir un lieu comme ça tout à fait incroyable pendant la Formule 1, le Grand Prix, la musique, un set. C'est une vraie expérience qu'on fait vivre aux spectateurs et c'est génial pour moi de pouvoir partager avec le plus grand nombre. Cette année, la Beach Party spéciale Grand Prix n'aura pas fini de nous étonner. Son dernier mot, elle ne l'a toujours pas dit, car les soirées se poursuivent jusqu'à dimanche soir. Dans le reste de l'actualité, l'AS Monaco a annoncé le départ de Wissam Ben Yedder cet été. Auteur de 16 buts en Ligue 1 cette saison, l'attaquant français arrivé en fin de contrat. Arrivé en 2019 sur le Rocher, l'international français a inscrit 118 buts avec l'ASM, ce qui fait de lui le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club, derrière Delio Onis. Et puis, félicitations à la triathlète française Cassandre Beaugrand, licenciée à Monaco, qui a remporté la dernière manche du championnat du monde de triathlon WTCS de Cagliari, aujourd'hui en Italie. Elle décroche donc son ticket pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais tout de suite, on accueille l'humoriste Pablo Mira que vous retrouvez aux commandes de 4 minutes douche comprise sur Quotidien, mais également en tournée avec une nouvelle création, un one-man show intitulé Passé simple qui se jouera au Grimaldi Forum le 1er juin 2024. Bonsoir Pablo Mira. Hello, ça va? Dans ce spectacle, vous abandonnez votre personnage caricatural d'éditorialiste réac campé dans Quotidien, mais ne perdez pas pour autant votre esprit satirique qui fait le bonheur des téléspectateurs. Est-ce que vous diriez que c'est votre marque de fabrique, cette manière de croquer l'évolution de la société avec un point de cynisme et d'absurde? Eh ben, vous avez tout dit. Bonne journée. Salut, c'était super. Allez, bonne route. Non, mais c'est vrai. En vrai, c'est plutôt bien résumé. En vrai, moi, j'ai toujours eu une écriture très satirique. Que ce soit dans le quotidien, avant c'était sur la radio France Inter, il y a eu le grand journal de Canal+, le Gorafi, le site satirique et tout. Et moi, depuis 10 ans, c'est vrai que je développe vraiment une écriture satirique, c'est-à-dire qui essaye de se moquer un peu des travers de la société. Et c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu un œil un peu cynique, un peu moqueur sur les fausses valeurs, ce genre de choses et tout. Et non, en vrai, c'est plutôt bien résumé. Ça a bien taffé. On sent qu'on a bien préparé le dos. Parfait si je fais bien mon travail. Il s'agit de votre deuxième seule en scène après Pablo Mira dit des choses contre de l'argent, créé en 2017. C'est quoi les différences majeures entre ces deux spectacles? Quelle est l'évolution? Il y a la principale évolution, c'est vraiment ce que vous avez dit en amont, c'est le personnage. C'est-à-dire que mon premier spectacle, Pablo Mira dit des choses contre l'argent, c'était ce personnage qui était une caricature d'éditorialiste de droite, voire de droite extrême, et qui était sur scène et qui parlait des sujets de société qui l'importait. Et donc, je l'ai complètement laissé de côté. Je l'ai laissé de côté à la télé et sur scène. Et là, donc, c'est vraiment moi. Et puis, la grande différence notable, c'est que sur ce spectacle-là, Passé simple, qui est donc mon deuxième, donc, il y a un fil conducteur qui est la décennie des années 90, qui est ma décennie de cœur. Et donc, il y a une thématique. Il y a un fil rouge. Là où le spectacle précédent, en fait, le fil rouge, c'était le personnage en lui-même, quoi. Avec Passé simple, vous revenez sur l'actualité des 30 dernières années sur fond de pop culture des années 90, famille, sexualité ou encore nouvelles technologies. Vous explorez tous les thèmes de société avec humour et je le disais avec un ton évidemment sarcastique. À titre personnel, quelles sont les évolutions de ces dernières années qui vous ont particulièrement marqué, en bien ou en mal d'ailleurs? En bien, on bouffe mieux, on bouffe quand même un peu mieux que dans les années 90. Moi, j'ai tout un sketch je l'ai vraiment anglais sur les bonbons des années 90 qui était un mélange de chimie et d'amiante. Et vraiment, on mange mieux. Alors, j'allais dire le contre-coup, c'est que c'est plus compliqué de bien manger aujourd'hui parce qu'on est au courant de tout ce qui est pas bon pour la santé. Et donc, pour passer pile dans le trou de souris de la bonne alimentation, c'est un peu technique. Mais on mange mieux. Ce qui est une autre évolution que j'ai notée, c'est aussi les questions de sexualité, de genre. C'est devenu plus complexe aujourd'hui, mais pour le coup, c'est plus compliqué, mais c'est mieux. C'est-à-dire qu'on a plus conscience de diversité, d'autres façons d'aimer, de se ressentir soi-même. Et je trouve ça pas déconnant, c'est plutôt un bon progrès. À l'issue du spectacle, vous donnez le choix au public, une séance de dédicace ou un bord plateau. Qu'est-ce qu'un bord plateau, Pablo Mira? Oui. Bord plateau, c'est hyper simple. C'est une séance de questions-réponses. C'est beaucoup plus informel, c'est improvisé. Généralement, ça va faire 15-20 minutes. Et vraiment, je laisse le choix aux gens parce qu'il y a des gens qui veulent juste se casser parce qu'ils veulent regarder un truc sur Netflix après le spectacle. Et puis, il y a ceux qui préfèrent les dédicaces et puis les autres qui préfèrent discuter et tout. Donc, je laisse le choix aux gens. J'ai appris en préparant cette interview que vous étiez le créateur du Gorafi et que vous étiez également journaliste. Qu'est-ce qu'il vous reste de ces années-là? Des années de journalisme.
En vrai, je trouve que le grand point positif de la profession de journaliste, c'est que c'est très stimulant intellectuellement quand même. Je sais pas vous comment vous le ressentez, mais moi, le plaisir que j'ai eu à le faire avant, c'est qu'on peut s'intéresser à plein de sujets, on rencontre des gens assez différents, on apprend des choses, et je pense qu'il y a peu de professions qui nous permettent de nous enrichir comme ça en termes d'informations, de connaissances du monde qui nous entoure. Après, je suis désolé de vous le dire, mais c'est moins fun qu'humoriste en termes de profession journaliste. Votre spectacle, il pose cette question en filigrane. Est-ce que c'était mieux avant? Avez-vous la réponse? Moi, la réponse que j'ai là, après avoir bossé sur ce spectacle, c'est que non, c'était pas mieux avant, c'était pas moins bien avant. En fait, c'est impossible de tirer un constat aussi manichéen, aussi simple sur la société, alors que la société, c'est tellement grand, c'est tellement vaste, c'est tellement complexe. Et donc, il y avait des choses qui étaient mieux, il y a des choses qui étaient moins bien. Par contre, si je devais tirer un seul constat un peu global sur l'époque d'il y a 30 ans, c'est que c'était plus simple, mais pas forcément pour le mieux, comme je vous l'ai expliqué. Bouffer, c'était plus simple. Dans les années 90, on se posait pas la question de qu'est-ce qu'était la malbouffe et tout ça. Mais c'était pas forcément pour le mieux. Mais donc voilà, je trouve la société est devenue plus complexe, mais et pour le mieux et pour le pire aussi, quoi. Merci à vous, Pablo Mira, d'avoir répondu à nos questions. On viendra vous applaudir sur la scène du Grimaldi Forum le 1er juin et un peu partout en France. Merci à vous. Bonne journée. L'engouement autour de ce Grand Prix de Monaco ne nous empêchera pas pour autant de célébrer nos mamans. Et oui, demain c'est la fête des mères, l'occasion de partir à votre rencontre pour vous questionner sur cette fête populaire avec à la clé quelques idées de cadeaux, Alexa Vial et Anaëlle Marquez. Un beau bouquet de fleurs avec mes frères et sœurs, comme ça elle a un cadeau de tout le monde et elle a des beaux souvenirs. I think I would say something like philosophical. I like to say it. I think love and time, the best gift that I can give to my mother. Moi c'était un portefeuille avec mon petit frère. Un collier de nouilles, voilà. Well, just to be with her on the day. I've lost my mom, so I wish I could be with her. À ma maman, je vais offert un bouquet de fleurs. En plus, elle n'habite pas ici, donc je vais lui faire livrer un bouquet de fleurs avec un petit message rempli d'amour. Et si vous pouviez lui dire quelque chose maintenant, qu'est-ce que vous lui diriez? Je t'aime, maman. I love you, mom. Even if sometimes I don't tell you directly, I love you. Je parle pas trop devant elle, alors comme ça, là, je sais pas trop, mais que forcément je l'aime et merci pour tout ce qu'elle fait pour moi. Oh, I miss you. Come back. Je t'aime, maman. Et on termine ce journal avec un point météo, une météo qui aura toute son importance demain pour la bonne tenue du Grand Prix. N'est-ce pas, Justin Hadel? Bonsoir. Bonsoir Maclor, comme vous l'avez dit, le temps sera décisif demain pour la bonne tenue du Grand Prix et si aujourd'hui le soleil était au rendez-vous, malgré quelques passages nuageux, le temps sera lui identique ce dimanche. Beaucoup de soleil et des températures allant de 16 à 22 degrés. Si l'envie vous prend d'aller piquer une tête, la mer affichera, elle, une température de 19 degrés. Le soleil se lèvera à 5h53 et tirera sa révérence à 21h01. Demain, nous fêterons les Bérangers, une petite pensée aussi à toutes les mamans. Joyeuses fêtes. On arrive au terme de ce journal de la rédaction. Merci d'être tous les jours un peu plus nombreuses et nombreux à nous être fidèles. On se quitte sur ces quelques photos illustrant la belle complicité mère-enfant. Et je me joins à Justin Hadel pour vous souhaiter une belle fête des mères, belle soirée sur Monaco Info. Et à demain 19h pour une nouvelle tranche d'information.